Bonjour. Bonjour, est-ce que Monsieur Clémenté? Oui. Oui, bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour, meilleurs vœux. Également, très bonne année. Oui, très bonne année. Et puis, je prie de m'excuser, mais j'étais dans mon train qui avait un tout petit peu de retard. Et donc, les 5-10 minutes, bien évidemment, de retard. J'aurais dû être plus précautionneux et mettre ça directement à 9h45, mais j'ai voulu jouer au plus près et au plus malin. Voilà. Pas de souci. Bon, j'espère que vous allez bien, monsieur le directeur général. Alors, c'est président, mais... Non, directeur général. Voilà. Bon, on va commencer. De toute façon, vous connaissez très bien le sujet, le texte de loi. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir ici. Je vois pas mal de députés connectés aussi. Et l'idée de procéder à une audition, c'était bien évidemment d'avoir vos regards de spécialistes du financement, du développement, mais plus particulièrement, bien évidemment, du secteur privé, sur à la fois les activités de la France, mais à travers ce projet de loi-là. Alors, il n'y a pas d'article spécifique sur le financement du secteur privé ou relié à Proparco, mais il y en a sur l'AFD, il y en a bien évidemment après dans le CPG sur les différentes priorités. Donc, ça nous intéresse d'avoir votre regard un peu sur ce texte de loi, sur les évolutions avec le groupe Expertise France, qui est intégré à l'AFD. Intéressant. Par rapport aux priorités, comment vous considérez être dedans ou ne pas totalement être dedans? Voilà, un peu votre regard sur tous ces enjeux à la fois macro et micro, puis ensuite j'aurai une série de questions et j'imagine que mes collègues aussi en auront. Donc peut-être que si on vous laisse 5-10 minutes pour nous dire un peu votre avis, votre analyse, vos suggestions de modifications, et s'il y a des éléments législatifs qui seraient nécessaires pour Proparco dans ce texte de loi, n'hésitez pas, c'est le moment. Et encore merci de votre présence et désolé du retard. Pas de souci, pas de souci. Et j'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. On espère tous sortir de cette pandémie le plus rapidement possible. Et en attendant, on essaye d'avoir une activité la plus normale possible. Voilà, vous m'entendez bien? C'est bon? Très bien. Alors peut-être en réaction et effectivement par rapport au projet de loi, lorsque je regarde en fait les grands objectifs qui ressortent de la nouvelle loi, je vois qu'il y a une volonté de concentrer très clairement l'aide vers les pays les plus vulnérables et puis dans un certain nombre de secteurs prioritaires, notamment des secteurs dans lesquels Proparco est particulièrement impliqué. Donc la santé, l'environnement, le climat, bien entendu. Et puis l'égalité entre les femmes et les hommes, l'éducation, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, le traitement des crises et des fragilités, bref, et les droits humains, bien sûr. Et donc, ce sont autant de sujets dans lesquels Proparco est particulièrement investi. On a des stratégies pays, notamment en faveur des plus vulnérables. Vous savez que nous avons revisité notre stratégie au tout début de cette année. Elle a été adoptée par nos instances de décision juste avant la crise, donc c'était le 7 février 2020. Depuis, bien sûr, nous avons revu un petit peu notre trajectoire financière. En revanche, s'agissant de nos actions, de nos objectifs opérationnels, de nos objectifs thématiques, cette crise, quelque part, vient renforcer ou confirmer le positionnement de Proparco, encore une fois, en faveur des zones les plus fragiles. À ce titre, en fait, on a noué un partenariat privilégié avec la SFI sur un certain nombre de pays dits fragiles, notamment les pays du G5 Sahel. Et nous avons tenu à ajouter la République démocratique du Congo, la RDC, comme étant un des pays sur lesquels on souhaitait avoir ce partenariat privilégié avec la SFI. Ce partenariat, il permet plusieurs choses. D'abord, de travailler davantage sur l'amont, c'est-à-dire créer les conditions qui permettront demain de faire émerger des projets.
Et je pense que c'est un travail qui est essentiel. Aujourd'hui, les conditions, vous le savez, ne sont pas réunies loin de là dans ce genre de pays pour pouvoir favoriser l'investissement privé. Et donc, c'est en mobilisant à la fois des ressources auxquelles nous avons désormais accès, je pense notamment à des ressources de l'État français, mais aussi des ressources de l'Union européenne, que nous pouvons travailler davantage avec des partenaires comme la SFI. Ça, c'est le premier point. Bien entendu, le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est de pouvoir également nous appuyer sur notre maison mère, sur l'Agence française de développement, à la fois en termes d'expertise technique ou d'expertise sectorielle. Et donc, nous travaillons également sur la partie amont avec l'AFD. Et dans le même temps, la SFI travaille en amont, notamment sur les sujets macroéconomiques, avec la Banque mondiale. Et je pense que ce type d'articulation est extrêmement intéressant si on veut s'adresser aux populations les plus affectées, soit par les crises, soit par des fragilités davantage structurelles. Alors, je pourrais vous donner quelques chiffres si vous le souhaitez ultérieurement, bien sûr, sur nos performances et les objectifs qui ont été atteints, notamment en 2019. Sur 2020, l'année est forcément plus contrastée, plus difficile, et tous les chiffres d'ailleurs ne sont pas encore stabilisés. Mais pour autant, l'objectif en faveur des pays fragiles est un objectif qui a été systématiquement atteint ces dernières années. Un autre élément peut-être qui ressort aussi du projet de loi, c'est le partenariat renouvelé avec l'Afrique et avec tous les acteurs du développement en France. Moi, je pense je peux évoquer ici un peu en préambule la stratégie Afrique de Proparco, puisque notre rôle également de mise en réseau des différents acteurs. Bien entendu, vous savez que nous sommes au cœur de l'action avec l'initiative Choose Africa, qui a été lancée par le président de la République en 2019 et qui porte sur la période 2018-2022. Nous sommes quasiment à mi-parcours et nous pouvons d'ores et déjà tirer un premier bilan à mi-parcours. Je crois qu'on aura l'occasion d'ici les sommets qui sont prévus cette année, et notamment le sommet du mois de juillet, le sommet Afrique-France, de valoriser en fait le bilan et les opérations qui ont déjà été réalisées, sans oublier en fait le nouveau pilier de Choose Africa, tout récent, qui se veut être la réponse de la France à travers le groupe AFD, d'apporter 1 milliard d'euros additionnels avec Choose Africa Résilience, qui s'appuie sur l'enveloppe de garantie qui a été votée par le Parlement au mois de juillet dernier et que nous mettons en œuvre depuis la toute fin d'année 2020 avec un partenaire privilégié qui est la Société Générale. J'étais moi-même en Côte d'Ivoire bien la semaine dernière en fait pour lancer Choose Africa Résilience en Côte d'Ivoire en partenariat étroit avec la Société Générale. Je le rappelle, c'est un pilier qui va permettre, notamment avec le produit de garantie qui s'inspire du PGE français, de permettre aux toutes petites TPE, PME d'avoir accès à des prêts, des financements octroyés par des banques. Nous commençons par la Société Générale, sans exclusivité. Nous discutons avec d'autres banques locales dans beaucoup de pays pour pouvoir déployer ces financements qui, à la fin, sont garantis à 80% par Proparco, cette garantie étant elle-même adossée à l'enveloppe de garantie qui a été votée, comme je le disais, en juillet dernier. Donc, je pense qu'on a une stratégie Afrique qui colle bien, je pense, avec les priorités et les partenariats renouvelés avec l'Afrique qui sont bien présentes au cœur de ce projet de loi. Voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. Je pense qu'on a un rôle sur lequel on doit travailler dans les prochains mois, prochaines années. C'est vraiment encore accentuer la mise en réseau des acteurs. On a la chance d'avoir plusieurs centaines d'entreprises ou de banques ou de fonds d'investissement en portefeuille. Avec Choose Africa, on accompagne des dizaines de milliers d'entreprises sur le continent. Il faut qu'on arrive à mettre en relation de façon aisée, sans doute avec les nouvelles technologies, avec le digital. Et d'ailleurs, cette crise nous montre que nous pouvons organiser beaucoup de choses avec les nouvelles technologies. Et je pense que cette mise en réseau devrait être une priorité pour nous dans les semaines et les mois à venir.
voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus sur notre, un peu le ressenti par rapport à ce qu'on voit dans cette loi qui, pour moi, est en cohérence avec nos propres objectifs et la stratégie qui, de toute façon, est définie à la fois par le groupe, par les instances et par le gouvernement français. Très bien, merci beaucoup, Jacques Grégory, d'avoir montré à la fois la cohérence du groupe Proparco avec les priorités françaises, puis en même temps, c'est quand même logique, mais ça fait toujours du bien d'entendre du projet de loi avec ce que vous faites déjà aussi et de l'action des différents opérateurs. Alors moi, j'avais peut-être 3 questions et après, je laisserai mes collègues en poser d'autres questions. La première, si vous vous rappelez, le redire un peu plus explicitement, vous disiez, vous avez accès à de nouvelles ressources françaises. On peut bien être d'accord, c'est des ressources budgétaires, donc c'est du bon pour faire, si je ne me trompe pas, pour faire des projets, pour avoir une capacité d'intervenir dans d'autres pays, comme vous le disiez, les plus fragiles. Et ça, cette capacité à avoir de la ressource budgétaire en don, qu'est-ce que ça change en termes de redevabilité, en termes de transparence pour vous, en termes de rapport à l'État français ou au Parlement de manière plus générale, même si je parle d'abord plutôt de l'État français plutôt que du Parlement. C'est la première. La deuxième, comment vous voyez ou vous analysez la création d'une commission indépendante d'évaluation? Et lié à cette question, c'est quelle est un peu la politique d'évaluation de Proparco? Est-ce qu'elle est totalement alignée avec celle du groupe AFD ou est-ce que c'est une politique qui est un peu différente parce que les enjeux sont un peu différents, parce que j'imagine que c'est un peu parfois plus compliqué ou en tout cas différent de faire de l'évaluation d'impact sur des projets de secteur privé comme vous le faites. Et le corollaire de cette question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, mais c'est des discussions qu'on a déjà eues beaucoup de fois, mais là, moi, c'est en record, on va dire, c'est dans le cadre d'une audition, c'est il ne serait pas plutôt logique, notamment comme on le voit dans le contexte de crise là, d'avoir ce que Proparco ait un objectif non pas quantitatif chaque année de signature, enfin de dire on doit faire 3, 4, 5, 6 milliards d'euros, mais plutôt tout simplement, comme c'est le cas pour notre contrepartie anglaise, d'avoir un objectif de retour sur investissement auprès de l'État français. Et au fond, peu importe qu'il soit à 3 milliards une année, 2 milliards une autre, on est vraiment dans un objectif de recherche de qualité plutôt que de quantité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ce positionnement entre quantitatif, chaque année, il faut signer tant, ou plutôt un retour sur investissement, un rendement qui doit être donné au bout de 4-5 ans, qui vous permet d'avoir justement l'activité peut-être pas forcément voilà, l'activité peut-être parfois plus risquée, ce qui est plutôt pas mal quand on est dans un pays vulnérable, et ce qui vous permet d'avoir une activité aussi très contracyclique parfois. Et du coup, ma dernière question, et après je laisserai la parole à mes collègues, c'est la question, je suis en train de l'avaler, et ben écoutez, c'est pas grave. J'y reviendrai après. Voilà, donc c'est les deux petites questions. Peut-être je vais laisser mes collègues poser des questions. Je vois Bérangère Politi, que vous connaissez également très bien. Je vais peut-être lui laisser la parole. Ensuite, si quelqu'un d'autre lève la main, somme mes collègues, pour l'instant, je ne vois pas. Mais je vois Amalé ici, Sébastien, Bruno, Marion. Donc n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Merci. Merci. Merci Hervé. Bonjour Monsieur Clémenté. Merci de votre présence. Je vous en prie. Donc, je voudrais déjà faire peut-être 2 postulats par rapport à votre activité. Bon, certains disent que si on ne sait pas créer de l'activité économique dans les pays que l'on aide, on apporte des moyens dans un puits sans fond et que la solution pour créer le développement, c'est effectivement d'apporter de l'activité économique et de soutenir les porteurs de projets dans ces pays qui veulent créer de l'emploi et créer de l'économie. Donc ça, il n'y a pas de problème. Un autre postulat dit que si ces pays que nous aidons savaient vraiment prélever la fiscalité, donc notamment sur les entreprises,
les moyens qui seraient développés dans les pays pourraient atteindre 10 fois ce qu'on fait dans le cadre de l'aide publique au développement. Donc, on voit effectivement que sur le développement de l'économie, il y a quand même des enjeux assez considérables d'évolution des pays et d'augmentation des capacités financières pour pouvoir soutenir les sujets qu'on veut justement soutenir. C'est l'éducation, c'est l'égalité homme-femme, c'est des sujets de climat. Donc, bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce qu'il serait possible que nous ayons, avant l'étude du texte, un certain nombre d'éléments chiffrés de votre part, c'est-à-dire savoir, bon, déjà évidemment le budget global, mais enfin ça on peut le trouver assez facilement, mais surtout la répartition par pays. Dans cette répartition, connaître quels sont les secteurs que vous aidez le plus. Est-ce que le secteur agricole, industriel, les services, donc peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Quel est le pourcentage de non-retour, en fait, parce que j'imagine que de temps en temps, il doit y avoir des faillites et l'impossibilité de mener le projet jusqu'au bout. Donc, quelle est la perte, en fait, de ce que vous apportez dans les pays? Voilà. Et puis, peut-être, si vous le connaissez, notamment dans les pays les moins avancés, le cumul de ce type d'aide qu'il peut y avoir de la part de plusieurs pays, c'est-à-dire comment font les pays développés dans le regroupement, enfin dans la quantité de moyens qui est donnée dans ces pays. Est-ce que vous la connaissez pour évaluer en fait quelle est la puissance de feu finalement de l'aide publique au développement sur le développement économique, voilà. Et puis moi je rejoins évidemment complètement la question d'Hervé Berville, parce que ça sera notre question centrale pendant l'étude du texte, c'est-à-dire le contrôle, l'évaluation, de quelle manière c'est organisé par Proparco et comment vous voyez cette commission en fait, d'évaluation et de contrôle externe. Merci. Très bien. Je ne sais pas comment vous souhaitez. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je peux commencer à répondre sur celle-ci. Oui. Après, on prendra d'autres questions. Sébastien, si on y répond, c'est déjà ces 3-4 questions et après, on reviendra à toi. D'accord. Très bien. Alors, comment on procède? Je pose ma question et puis je n'ai pas saisi Hervé, pardon, excuse-moi. Vas-y, j'ai dit, on laisse peut-être répondre aux ça va être assez bref. Merci beaucoup pour la présentation de tout à l'heure, c'est très intéressant. Et moi, je suis persuadé que Proparco a vraiment des choses essentielles à faire dans les années qui viennent en Afrique. Dans la présentation que vous avez faite, vous avez parlé par exemple de la République démocratique du Congo en disant que la situation pour l'instant du pays n'était pas propice véritablement à une implantation par des PME. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est lié finalement à la nature d'une PME et à la confiance des dirigeants des PME à ne pas vouloir s'installer dans des endroits où il n'y a finalement pas un état de droit, y compris pour les entreprises, et donc beaucoup plus de frilosité que les grandes entreprises. Et donc la question qui vient avec, c'est est-ce qu'en améliorant, en favorisant les questions de l'état de droit, est-ce que ça a un impact finalement sur l'implantation de nos entreprises? Merci. Bien, je crois que pour l'instant, on n'a plus d'autres questions. Donc, voilà une bonne salve déjà de premières questions. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Je vais essayer effectivement de répondre au principal. Peut-être que je pourrais, si vous le permettez, vous envoyer des éléments chiffrés peut-être plus précis pour répondre à certaines des questions. Je n'ai pas forcément tous les chiffres en tête précisément, mais enfin, j'ai quand même les ordres de grandeur et donc je vous les communiquerai bien volontiers. Tout d'abord, en fait, effectivement, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Donc, sur les premières questions de M. Berville, d'abord sur les nouvelles ressources, les ressources budgétaires, dire effectivement en fait que finalement c'est quelque chose de relativement récent pour Proparco, parce que cela fait seulement 2 ans, je crois, que nous pouvons émarger sur le programme 209 ainsi que sur le programme 110.
dans le cadre d'ailleurs d'une réorganisation au sein du groupe AFD qui fait de Proparco le point d'entrée unique pour financer les acteurs et le secteur privé dans les pays d'intervention. Bon, aujourd'hui, on est sur des montants qui sont relativement faibles au regard des enveloppes globales, notamment de ces deux programmes. Je crois qu'au titre de 2020, nous étions sur une enveloppe d'une quinzaine de millions d'euros sur le programme 209 en termes de subventions. Et si ma mémoire est bonne, environ 7 millions d'euros ont été dédiés justement à la facilité en faveur des pays dits fragiles. Donc, vous voyez, avec une priorisation qui a été clairement faite en faveur des plus fragiles. Les autres projets et les autres ressources qui ont été utilisées, je parle encore une fois de l'enveloppe de dons, sont essentiellement liées à des projets dans le domaine soit en faveur du climat, soit en faveur des secteurs sociaux et notamment santé et éducation. Donc, vous voyez une priorité qui est très forte vers les secteurs qui, à mon sens, sont les plus pertinents lorsqu'on a besoin en fait de ce type et qui ont besoin de ce type de ressources. Donc effectivement, ce qui change, c'est qu'en termes de redevabilité, en termes de dialogue avec les ministères, celui-ci est beaucoup plus étroit, puisque nous avançons dans un cadre d'un dialogue quasi continu avec les ministères, à la fois le ministère des Finances quand on utilise le programme 110, davantage en forme de bonification de taux d'intérêt, soit sur le 209, justement pour aller chercher des impacts spécifiques ou prendre davantage de risques dans des géographies particulièrement difficiles ou sur des projets qui, pour dire les choses, ne verraient pas le jour si nous ne bénéficions pas de ce type de ressources. Donc oui, plus de redevabilité, plus de transparence vis-à-vis de l'État français, et c'est bien sûr le corollaire que d'être un des réceptacles de ce type de ressources. Je veux dire en fait que ces ressources, elles nous servent vraiment à aller chercher de l'impact additionnel et des impacts spécifiques. Peut-être je devrais faire un petit retour en arrière pour vous dire que depuis 2016, nous avons mis en place, nous avons revu notre stratégie et nous avançons désormais sur 2 piliers. Et ça fait peut-être le lien avec la question sur les objectifs quantitatifs et les objectifs qualitatifs. Nous avons mis au cœur de notre stratégie la recherche d'impact sur le développement. Peut-être c'était quelque chose qui était moins présent auparavant, en tout cas dans les années antérieures, même si le secteur privé a toujours contribué, bien sûr, au développement économique, mais un certain nombre d'impacts et également à l'agenda ODD. Bien ça, nous l'avons énormément renforcé. Nous avons pris des engagements forts sur le climat, forts sur l'accès aux biens et services essentiels, et notamment en faveur de l'égalité femmes-hommes avec des actions spécifiques. Je pourrais revenir sur l'entrepreneuriat féminin, par exemple. Bien sûr, sur le climat, etc. Donc, le climat, la création d'emplois, l'accès aux biens et services essentiels, la priorité africaine, la priorité vis-à-vis des pays fragiles, ce sont les impacts poursuivis par la stratégie de Proparco et qui n'a eu de cesse d'être renforcée. Il y a eu un gros effet rattrapage de la période 2016 à 2019-2020 et nous poursuivons bien sûr dans cette lancée avec notre nouvelle stratégie à horizon 2022. Donc, une commission indépendante d'évaluation, ça va dans le sens de la recherche de plus de redevabilité et de transparence. Donc, nous voyons ça, bien entendu, d'un bon œil. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est aligné, bien sûr, avec la politique du groupe AFD en la matière, même si, je le reconnais, nous sommes en retard sur les évaluations ex post au sein de Proparco. Je crois qu'on avait eu l'occasion d'ailleurs d'échanger à ce sujet. Il y a plusieurs raisons à cela. Bon, des raisons historiques, de pratique, peut-être de culture. On est davantage en fait sur de l'évaluation ex ante parce qu'en fait on évolue également au sein d'une communauté de DFI et de DFI européennes. Ces DFI européennes aujourd'hui, elles sont davantage sur de l'évaluation ex ante. On travaille énormément avec ces DFI pour aller dans le sens davantage d'évaluation ex post,
que nous menons, et nous menons d'ailleurs beaucoup de travaux ensemble en termes d'harmonisation, de méthodologie, de mesures d'impact. Et ça, je pense que c'est très important. Et je peux vous dire que Proparco joue un rôle moteur vis-à-vis de ces institutions financières de développement européennes. On est réunis, pour ceux qui n'ont pas cette information, dans une association qui s'appelle EDFI, ou EDFI, European DFIs, et parmi lesquels on compte une quinzaine de membres, dont les Allemands, les Hollandais, etc. Et tout le travail d'harmonisation qui est réalisé sur la mesure et les méthodologies en matière d'impact est vraiment clé. Donc, on va s'améliorer au niveau et à l'échelle européenne. On va s'améliorer également dans le cadre de notre ancrage très fort, bien sûr, au groupe Agence française de développement. Et vous verrez d'ailleurs que dans les évaluations ex post qui sont menées, et maintenant depuis au moins 2 ans, systématiquement, les projets de Proparco, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluations ex post de grades de projets, sont désormais intégrés dans les évaluations ex post du groupe. Et notamment, il en est rendu compte régulièrement pour ceux qui siègent au conseil d'administration de Proparco. Vous aurez pu le constater que des projets de Proparco sont désormais intégrés. Donc voilà. Donc, je ne dis pas que c'est parfait sur les évaluations ex post, mais clairement, on est en train de se renforcer et d'être beaucoup plus en ligne avec les pratiques AFD. J'ajoute néanmoins qu'on peut le faire dans le cadre des moyens qui sont les nôtres, et les évaluations ex post sont des exercices qui sont particulièrement coûteux, il faut le savoir. Donc voilà, et je pense que l'approche forme de grade de projet est de ce point de vue particulièrement optimale et pertinent. Ensuite, sur les objectifs, et c'était peut-être la troisième question, objectifs quantitatifs, donc notamment en termes d'octroi, de signature, par rapport à des objectifs peut-être plus qualitatifs, et notamment les projets qui fonctionnent. Et peut-être ça fait un lien avec une des questions de Madame Poletti sur est-ce qu'il y a des faillites et des opérations en fait qui ne sont pas, en bon français, successful. Peut-être rappeler en fait quelques éléments d'abord. Sur les éléments quantitatifs, il faut avoir en tête que Proparco vit et a vécu une transformation majeure au cours de ces dernières années, puisque en 2015, Proparco, c'était, si on parle du quantitatif, 1 milliard d'euros de financement et d'investissement par an, 900 millions sous forme de prêts essentiellement, 100 millions sous forme de prise de participation, la moitié en direct, la moitié à travers des fonds d'investissement. Proparco, c'était ça, et ça a été ça pendant plusieurs années jusqu'en 2015. À partir de 2016, sous l'impulsion notamment du groupe AFD, de Rémi Rioux, avec le soutien du gouvernement également, nous avons pu entrer dans une stratégie de forte croissance avec un objectif qui était d'atteindre 2 milliards en 2020, donc un doublement de la taille de Proparco. En 2019, nous avions atteint 2,5 milliards d'euros. Nous avons dépassé nos objectifs en termes d'autorisation, également en termes de signature. Et bien sûr, cette année 2020, l'année 2020 était un peu atypique du fait de la crise, mais pour la deuxième année consécutive, même si nous avons revu notre trajectoire à la baisse en 2020, nous avons dépassé la barre des 2 milliards d'euros de financement et d'investissement. Donc en autorisation, en signature, nous sommes, alors les chiffres ne sont pas complètement stabilisés, mais autour de 1,4 milliard, 1,5 milliard, ce qui fait d'ailleurs de Proparco la première DFI européenne, puisque l'ensemble de nos homologues, notamment les Allemands, les Hollandais et la CDC britannique, ont été davantage en retrait par rapport à l'activité de Proparco. On a réussi de notre côté à maintenir un volume d'activité, notamment en nous mettant vraiment au chevet de nos clients et en leur apportant tout l'oxygène qui était nécessaire. Cet oxygène, c'est de la liquidité essentiellement que nous avons pu leur apporter dans cette période particulièrement troublée qui les affecte profondément, qui nous affecte également et qui a affecté en fait tous les bailleurs ou tous nos homologues au niveau européen. Voilà, donc on a des objectifs quantitatifs, bien entendu. Je pense que c'est très important.
Ce qui compte, c'est qu'à la fin, on arrive à apporter cette liquidité qui permet en fait de maintenir et de créer des emplois, qui permet de faire du développement économique. Et pour faire un lien avec une autre question de Madame Politi, ou plutôt une remarque que vous avez formulée, Madame, concernant la fiscalité et la capacité des gouvernements à recouvrer l'impôt, je crois en fait qu'on peut mener deux types d'actions qui sont pour moi très importantes. La première, en fait, c'est notre articulation, par exemple, avec notre maison mère en matière de gouvernance et de gouvernance financière. Créer un cadre réglementaire propice aux affaires, c'est aussi intégrer le volet fiscalité. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Effectivement, aujourd'hui, il y a trop d'entreprises qui sont encore dans le secteur informel. Il y a trop d'entreprises qui ne sont pas bancarisées. Et dès lors, il est extrêmement difficile pour les États de recouvrer l'impôt. Donc, il y a à la fois une politique publique de recouvrement, de renforcement des ministères clés qui sont en charge du recouvrement de l'impôt. Et ça, typiquement, en fait, c'est une mission publique et un financement public qui est adapté, souvent d'ailleurs des aides budgétaires qui doivent être apportées, associées à du renforcement de capacité, à de l'accompagnement et d'assistance technique. Et puis en ce qui nous concerne, et de façon très pratico-pratique en réalité, on doit favoriser en fait la formalisation d'un certain nombre d'entreprises. Et là, toutes les actions que nous menons, que ce soit dans le cadre de Choose Africa, si on parle de l'Afrique essentiellement, doivent contribuer à améliorer le taux de bancarisation. J'étais en Côte d'Ivoire donc la semaine dernière, on est à peine au-dessus de 20% de taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus que la moyenne régionale et la moyenne africaine, qui doit être aux alentours de 18%. Enfin, vous voyez, avec 22 ou 23%, on est loin du compte. Donc nous avons une activité et une action très forte vis-à-vis du tissu de TPE, PME, que nous accompagnons sur tout le continuum. Nous intervenons auprès des micro-entrepreneurs, des toutes petites PME, qui font souvent moins de 200 salariés. Choose Africa Résilience, et notamment le produit de garantie que nous déployons en ce moment, il cible les TPE de moins de 200 salariés. Donc on est vraiment, en fait, en réalité, on est plutôt sur de la micro-entreprise, de la TP, de la très petite entreprise, que nous allons aider à être financés avec l'aide d'acteurs bancaires locaux. Et petit à petit, en fait, nous les accompagnons. Donc voilà, ça va de la start-up. Donc là, on est en fait sur l'accompagnement d'entrepreneurs et notamment dans un certain nombre de technologies, mais pas uniquement. Technologies innovantes, j'entends. La micro-entreprise, la TPE, à travers également nos actions au travers de plateformes de microfinance que nous accompagnons. Ça, c'est aussi très important. Et aujourd'hui, en tout cas, durant cette crise, elles ont joué et elles continuent de jouer un rôle extrêmement important. Les entreprises informelles ont besoin, en fait, de financement quasiment au jour le jour. Donc, c'est ce que nous faisons en accompagnant les plateformes de microfinance, mais également en accompagnant, bien entendu, les banques, en accompagnant des initiatives à la fois publiques, mais aussi privées. La Société Générale, qui est l'un de nos partenaires majeurs, eh bien, a créé la maison des PME, et il y a déjà un taux de transformation intéressant dans certains pays pour faire basculer des entreprises du secteur informel vers le secteur formel. Donc, il faut pouvoir les accompagner. Et pour ça, il nous faut aussi de la ressource adaptée pour mener des campagnes de renforcement de capacité ou d'accompagnement technique. Alors après, effectivement, on peut rechercher d'autres objectifs, des objectifs de rendement et puis des objectifs qualitatifs. Le qualitatif, je n'y reviens pas, ce sont tous les engagements que nous avons pris sur les impacts. Et sur les rendements, je crois que l'objectif d'un acteur comme Proparco, c'est de faire la démonstration, ou plutôt de continuer à faire la démonstration qu'investir dans des pays où la situation macroéconomique est particulièrement difficile, eh bien, est quelque chose de rentable. C'est ce que nous faisons depuis des décennies, pour le coup, et avec des taux de rendement, effectivement, autour de 4-5%.
je pense que la prochaine étape pour nous, c'est de faire en sorte que d'autres acteurs, alors d'abord peut-être dans notre écosystème, nos homologues, les banques publiques qui financent également le secteur privé, nous rejoignent dans de grandes coalitions. Ça a été le cas lors du sommet Finance en commun organisé, vous le savez, par Rémi Rioux et l'AFD en novembre dernier, qui a réuni donc les 450 banques publiques de développement. Il y a eu une coalition en faveur du secteur privé qui a été formée à cette occasion avec une vingtaine d'acteurs qui ont pris l'engagement d'apporter 4 milliards de dollars de financement et d'investissement en faveur des TPE et des PME sur le continent et d'ici fin 2021. C'est beaucoup d'argent. Nous, de notre côté, on apporte une réponse. À l'intérieur de ces 4 milliards, on apporte 1 milliard d'euros. En tout cas, c'est l'engagement que nous avons pris, notamment à travers Choose Africa. Donc, c'est le programme Choose Africa Résilience que nous allons mettre en œuvre. Et vous voyez, en fait, notre objectif, il est double. Mobiliser nos homologues et également, et c'est sans doute la prochaine étape, mobiliser de pure players, de purs investisseurs privés. Aujourd'hui, le monde regorge de liquidités, notamment dans les pays du Nord. À nous d'orienter ces liquidités et faire en sorte que les investisseurs qui sont à la recherche de rendement eh bien, orientent leur flux financier, leurs investissements vers les pays qui sont prioritaires pour nous, hein, et pour contribuer à l'atteinte des ODD. Donc je pense que c'est vraiment le rôle que Proparco, en tout cas un des rôles et une des missions que Proparco doit renforcer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et nous sommes en train de nous structurer en interne pour permettre justement la réception de ces flux financiers et ensuite le déploiement, l'orientation vers les ODD dans les pays d'intervention. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les points. Sur l'état de droit et le fait d'intervenir dans les pays où règne un état de droit, ou en tout cas où l'état de droit est encouragé, oui, effectivement, on est particulièrement attentif à ce sujet. Les droits humains sont clés, c'est quelque chose qui monte très très fort dans l'agenda en fait de l'association EDFI que j'évoquais tout à l'heure. On a des groupes de travail spécifiques qui ont été mis en place. Donc nous, on est particulièrement attentifs. On a bien sûr regardé les différentes lois, le droit à la vigilance, etc. Et c'est quelque chose là aussi qui se décline petit à petit dans un certain nombre de pays. Voilà, donc je pense que là aussi, c'est working progress, mais en tous les cas, on apporte un soin beaucoup plus important que par le passé à ce sujet. Bien entendu, on avait déjà des listes d'exclusion. On ne finance pas tous les secteurs. On est particulièrement attentif, par exemple, au travail des enfants, etc. On a beaucoup d'éléments de ce type-là qui sont complètement ancrés dans nos politiques d'intervention d'emblée. Donc ça, bien sûr, on veille, et notamment à travers de l'accompagnement sur les sujets environnementaux, sociaux et ce qui est en rapport avec l'ensemble des droits humains. Je pense qu'il y a aussi le sujet égalité femmes-hommes qui est aussi très présent désormais dans notre activité. Donc voilà, ce sont des sujets effectivement qui montent. Tout n'est pas parfait, mais je vous promets qu'au sein de l'association EDFI et au-delà, parce que vous avez vu qu'on était capable on a, je crois, augmenté notre capacité à catalyser l'ensemble des acteurs en faveur du secteur privé. Eh bien, on les mobilise sur ces sujets qui sont clés désormais pour nous. Voilà, j'ai sans doute été trop long déjà. Merci beaucoup, et il fallait prendre le temps de développer, c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de vous recevoir, donc c'était très très important. Alors, je vois que Marion a levé la main. Je suis désolé Marion parce que j'ai déjà 14 ou 15 minutes de retard par rapport à l'audition précédente. Donc si tu veux bien poser peut-être la question, et Grégory vous te répondra à côté par écrit ou autre, mais pose la question très très rapidement s'il te plaît Marion. Très rapidement, ouais, je m'y engage.
Alors, moi, je voulais juste savoir très concrètement comment vous intégrez les ODD et puis même les ODD post-Covid dans le processus d'attribution des financements. Est-ce que c'est des cahiers des charges, en fait, que vous avez? Parce que nous, au niveau du processus législatif, nous en sommes qu'à une note d'intention via une résolution que nous venons à peine de passer. Je voulais savoir aussi, vous parlez beaucoup de la sécurité alimentaire, qu'est-ce qu'il en est de la souveraineté, finalement, alimentaire, santé, éducation, de la lutte contre la corruption, et puis enfin, comment vous assurer que vous êtes en phase avec les besoins réels des territoires et des pays, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'agenda 2063 est déjà complètement dépassé, puisqu'il est fait par des diplomates et pas forcément par des acteurs de terrain. Donc, du coup, c'est pas du tout en phase avec la réalité des territoires. Donc, comment vous pouvez vous assurer d'être vraiment en phase avec les besoins en tant que diplomate? Je vous remercie. Et puis, si vous pouvez répondre par écrit pour satisfaire tout le monde, ce sera formidable. Merci. Merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté ce programme. Vous êtes très en retard. Merci beaucoup pour ces questions écrites auprès de la collègue. On aura aussi l'occasion de recevoir une copie pour avoir, mais c'est des éléments qui font partie de manière du processus normal de contrôle et de savoir comment tout ça fonctionne le plus possible en phase avec le terrain. Et je souscris. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci pour votre temps. Je crois que l'agenda est chargé, donc je ne vais pas être très long. Je serais ravi d'obtenir la question par écrit et puis on répondra bien sûr sans aucune difficulté. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. Alors, Monsieur Miralet, Monsieur le directeur, Monsieur l'ambassadeur, on arrive, on arrête, ne quittez pas.